Nvidia sauve une nouvelle fois le monde, enfin pour quelques heures, dans un contexte de marché plus ou moins correctif depuis quelques jours, voire quelques semaines, des investisseurs inquiets, notamment par les valorisations aux États-Unis, mais également par un contexte économique qui se dégrade petit à petit. Eh bien, le leader des semi-conducteurs a tout de même largement rassuré. Alors, est-ce que cela sera suffisant pour relancer la machine et provoquer le rallye haussier de fin d'année que nous attendons tous? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine sur le fil du rasoir. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour celles et ceux qui veulent me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui est affiché sur votre écran. Toujours pensez à activer surtout la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez bien entendu la célèbre désormais newsletter où il y a près de 7000 abonnés, les chiffres sont pas à jour. Vous avez également bien entendu eh bien le site du podcast de la bourse.fr qui est en travaux, il fonctionne, il n'y a pas de problème. J'espère vous réserver une petite surprise avant la fin du mois et le livrer avant la fin du mois. J'y passe pour tout vous dire pas mal de mes nuits, mais j'espère vous livrer quelque chose, peut-être pas totalement abouti, mais quelque chose, on va dire, qui pourrait fonctionner, fonctionnel, avant la fin du mois. Donc dessus, bien entendu, vous pouvez retrouver l'espace de formation gratuite. Alors il sera plus comme ça, je l'espère, d'ici la fin du mois, mais il est toujours fonctionnel, donc vous pouvez retrouver les différents modules sur la bourse, sur les cryptos, sur les matières premières, sur la gestion privée, etc., etc. Donc vous avez tous les modules, notamment le module de trend following. Peut-être d'ailleurs je réexpliquerai parce qu'on m'a demandé comment était paramétré le screener de trend following. Donc peut-être que je l'avais dit il y a plusieurs mois, mais peut-être comme il y a des nouveaux, je rappellerai un petit peu l'essence même de ce screener et surtout comment il a été construit. Donc voilà, le site devrait ressembler, du moins l'espace membre devrait, l'espace de formation gratuite, désormais je vais l'appeler comme ceci, l'espace de formation gratuite devrait ressembler à quelque chose comme ça, vous voyez, sur la partie gauche, avec des modules, et sur la partie droite, c'est quand vous rentrez dans les modules. Voilà, c'est pas tout à fait abouti ce que vous voyez, mais voilà, c'est beaucoup de boulot, et puis voilà, quand c'est pas mon métier, même si je suis accompagné, heureusement d'ailleurs, mais c'est quand même ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps, mais j'espère que vous serez heureux du résultat. Encore une fois, tout ceci bien évidemment sera gratuit. Ce qui est en revanche payant, ce sont les accompagnements plus précis, on va dire, avec des programmes prestigieux comme MTT Trading Premium, voilà, programme historique qu'on a depuis 2021 avec Mika, et désormais toute une équipe de 10 experts, et le petit dernier MTT Découverte, qui est l'accès à l'essentiel des marchés, qui est là, lui, depuis le début de l'année. Ne souscrivez pas, évidemment, avant jeudi soir, à ces formules-là, puisque vous le savez, comme chaque année, on fait pas énormément de promos dans l'année. En général, on en fait 2, 3 grands maximum, mais surtout 2 en avril et au Black Friday. Donc voilà, ne prenez pas le tarif actuel, attendez quelques jours. Si vous êtes intéressé par nos formules, on mettra à disposition, comme d'habitude, 50 places disponibles sur MTT Découverte et 50 places disponibles sur MTT Premium. Je tiens chaleureusement, très rapidement, à vous remercier, bien entendu, pour le week-end dernier. Vous avez été vraiment nombreuses et nombreux à venir me saluer, notamment sur la journée du vendredi, sur la partie gauche au Palais Brognard. Je remercie aussi par la même occasion Sherwood, qui a été organisateur de la Paris Investor Week, donc au Palais Brognard, et qui m'a fait l'immense joie et surprise voilà, d'afficher mon portrait. Ça fait toujours un peu bizarre de voir son portrait sur le Palais Brognard, c'est pas vraiment naturel, mais en tout cas c'était vraiment très gentil, et j'ai beaucoup apprécié le geste, donc merci beaucoup pour ça. Et le lendemain, donc, nous avons une conférence chez Boubacar, mon ami créateur du Jama Summit. J'ai fait une conférence aux côtés de Mathieu Louvet
de Jawal Vassel, le CEO de Boursegram, et Grégory Guillemin. Et donc, alors, visiblement, j'ai obtenu la vidéo, d'ailleurs, de cette conférence-là. Je vais la mettre, je pense, bon, peut-être pendant les fêtes de fin d'année, donc comme ça, vous pourrez revoir, pour celles et ceux qui le souhaitent, cette conférence-là. Il y a beaucoup de contenu la semaine dernière, il y en a beaucoup également qui arrivent, donc vraiment, on est en production totale, avec notamment le produit du mois Amundi, donc 9,5% par an. Là, c'est pour tout ce qui concerne la gestion privée, assurance vie, etc. de long terme. Donc, allez voir cette vidéo, c'est un vif succès. On a beaucoup de retours, beaucoup de questions, notamment. Donc, cette vidéo, elle a été diffusée mercredi dernier. Allez voir dans la playlist, j'essaierai de mettre le lien. Et puis, on aura dimanche, donc là, c'est dans 48 heures, la diffusion. Je suis très heureux de recevoir Jean-François Faure, le fondateur de aucoffre.com, le leader français de l'achat physique d'or. Donc l'or c'est la liberté, c'est l'intitulé de cette vidéo là. Si vous êtes intéressé par les métaux précieux, eh bien regardez cette vidéo parce que ça parle bien entendu de l'or, des métaux précieux, ça parle également du parcours de Jean-François Faure qui est un parcours exceptionnel, vraiment un dirigeant d'entreprise avec un grand cœur, beaucoup d'humanité. Je pense vraiment que vous allez comme moi tomber sous le charme de cette personnalité là. Et puis le grand événement la semaine prochaine, ce sera eh bien le grand live, donc jeudi 27 novembre, on vous prépare, on vous concocte pour le grand live annuel, eh bien un programme très chargé. On sera 3, donc il y aura Michael Landreau à mes côtés, il y aura également Xavier. Donc on fera bien entendu eh bien bon une analyse rapide de l'année 2025. On fera également, on vous proposera 4 secteurs avec 3 pépites à surveiller dans chacun des secteurs pour 2026, vous verrez. Et puis, évidemment, lors du dernier live, je crois que c'était au mois de septembre, vous avez été nombreuses et nombreux à nous poser, on a eu des centaines d'actions proposées dans le chat à analyser. On en a fait beaucoup, mais on les a pas toutes faites, évidemment. Et donc, tout le monde nous a dit à la fin, malgré les 3 heures qu'on avait passées, on veut un numéro 2. Je vous avais promis qu'on ferait un épisode numéro 2. Et bien, c'est jeudi à 20h. Donc, dans la dernière partie, on prendra à nouveau, eh bien, vos actions et on vous fera les analyses en direct sur le plan court terme, notamment avec Mika, et sur le plan plus swing trading et long terme avec moi. Voilà, donc si vous êtes trader, bien sûr, mais si vous êtes investisseur surtout, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre ce jeudi à 20h. On communiquera de toute manière toute la semaine sur les réseaux, donc vous retrouverez, je crois qu'il est déjà en ligne, vous pouvez déjà vous inscrire, c'est gratuit, je dis vous inscrire, mais en réalité c'est juste mettre une alerte. Donc voilà, beaucoup de contenu, énormément de contenu à venir. Je remercie chaleureusement aussi, bien sûr, tous mes partenaires qui me permettent de réaliser tout ceci gratuitement pour vous, Trade Republic, Bitvavo, Urutia Gestion Privée, Pro Real Time au coffre et investing.com. Voilà, donc on passe au programme. Il y a un programme évidemment très chargé, l'actualité l'est tout autant, les marchés bougent énormément, vacillent, je dirais même, et donc le titre que j'ai souhaité mettre, je trouvais que c'était celui qui correspondait le mieux à l'actualité, c'était sur le fil du rasoir. Alors vous verrez pourquoi ce titre-là, parce que pour moi le fil du rasoir il est en 2 parties. Il y a évidemment, comme le montre cette miniature, il y a le rasoir Nvidia, mais il y a également le rasoir économique, et on reviendra notamment sur les chiffres économiques, et notamment le chiffre économique que je vous invite à suivre depuis des mois déjà, et on arrive petit à petit véritablement à quelque chose qu'on avait quand même beaucoup anticipé, c'est les chiffres de l'emploi. Donc voilà, il y a vraiment une très très belle actualité, et je pense que cette vidéo là pour le coup ne fera pas moins d'1 heure. On va faire le maximum pour aller le plus vite possible, mais peut-être que c'est une vidéo que vous allez pouvoir voir en 2 parties, parce que la partie éco quand même va être extrêmement intéressante, je sais pas, mais en tout cas importante pour la suite. Alors, on parlera bien entendu du CAC et du CAC Small, on parlera de quelques big, donc il y a pas mal d'actions qui changent, je change à peu près 2 tiers, je garde 1 tiers à peu près chaque semaine pour satisfaire tout le monde. Donc L'Oréal, Air Liquide, Interparfums,
Total Energy, LVMH Kering, Société Générale, Soprasteria, Euraseo, GTT, Carrefour, Abivax, Fusion Group, Carbios, Stif, Valeo, Bonduel, LDC, Groupe LDLC, il n'y a qu'une lettre de différence, mais ils font pas le même métier. Il y en a un qui fait des poulets et l'autre il fait de matériel informatique, pas tout à fait pareil. Vicat, on m'a proposé également une action allemande qui est DHL, donc Dutch Post, Pernod Ricard, toujours en grande difficulté, Soitec en très grande difficulté, Dassault Systèmes, Trigano, FDJ qui commence à donner des premiers signaux, peut-être, de quelque chose. On va regarder ça. C'est MBTech, on en avait beaucoup parlé, de la congestion. Beaucoup l'avaient suivi parmi vous et m'ont demandé de faire le suivi. Ok, ABO, un petit titre. Heineken, l'épaule tête épaule inversée qui n'a pas validé, mais qui n'est pas encore totalement morte. Et Line Data, pas LAN Data, c'est LAN Data Service. Et puis on partira aux États-Unis, c'est la cotation américaine, mais c'est bien sûr une action italienne. Ferrari, Boeing, AST, Space Mobile, Uber, Intuit. On regardera UBS Group. Alors UBS Group, normalement, c'est, je crois, en Suisse, mais là on regardera le ticket américain, BlackRock, Texas Instruments, Google, acheté, vous l'avez vu cette semaine, ou la semaine dernière, je sais plus, par Warren Buffett, et AMD. On aura 4 titres à suivre. Alors, pas facile de trouver des idées. Je les ai là. Donc 4 titres à suivre et on terminera donc par le screener Trend Following. Et si j'y pense, j'essaierai de vous réexpliquer le principe du screener. Voilà. Donc vous avez vu, on va pas s'ennuyer dans cette vidéo. Je suis ravi, comme d'habitude, de la faire malgré la fatigue, puisque c'est vrai que la fin d'année ça tire un petit peu. On prendra des vacances à partir de mi-décembre et on se retrouvera certainement en 2026. Mais en tout cas, voilà. Je tiens quand même à être toujours là tous les vendredis, des fois c'est le jeudi, mais tous les vendredis, parce que évidemment c'est un contexte de marché particulier, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de volatilité, ça part un petit peu dans tous les sens, beaucoup de débutants savent plus trop quoi faire, donc il faut évidemment d'abord beaucoup de calme, beaucoup de sérieux, beaucoup d'objectivité. Je trouve que ça en manque un petit peu sur les réseaux. Alors, c'est pas facile d'avoir de l'objectivité, c'est clair, mais voilà, c'est toujours important de faire ça, et surtout l'essentiel, c'est de faire ça surtout avec beaucoup d'humilité, voilà, ce qui nous manque à tous, peut-être moi le premier parfois, je sais pas, en tout cas beaucoup d'humilité, beaucoup d'objectivité, beaucoup de recul et beaucoup de calme, voilà, c'est ça qui fait pour moi la grande différence entre les bons investisseurs et les très bons investisseurs, c'est toutes ces qualités-là. Et donc dans l'humilité, évidemment, je mets aussi une qualité que vous savez me tient à cœur, c'est la bienveillance toujours, parce que personne ne détient véritablement la vérité, donc même si parfois vous discutez sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou moi, devant votre écran, derrière plutôt votre écran pour vous, eh bien, n'hésitez pas aussi eh bien, à me contredire. Ça me dérange pas du tout. J'ai toujours donné la parole, vous le savez, à tout le monde dans l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas. Du moment où c'est fait avec bienveillance, c'est avec grand plaisir que je vous donnerai accès au débat. J'ai pas toutes les réponses évidemment, mais j'essaierai toujours de vous répondre en vous disant ce que je pense le plus profondément possible. Je pense que c'est aussi pour ça que ces vidéos sont appréciées. Bon, allez les amis, on passe donc au résumé de la semaine. J'active ma webcam, me voici, me voilà. Donc le résumé de la semaine, c'est une semaine volatile, on va dire, un petit peu quand même, corrective également, en difficile. Il y a eu, on y reviendra, les résultats de Nvidia qui ont provoqué là aussi de la volatilité, les cryptos qui sont toujours en difficulté, qui sont sur des zones très intéressantes, je trouve, pour des premiers achats, pour celles et ceux qui sont pas rentrés. Pour autant, pour le moment, on n'a pas vraiment de réaction. Donc, c'est un moment, c'est ce que j'expliquais notamment avec MTT, c'est une semaine pour moi très importante. La clôture hebdomadaire que vous verrez ce soir est très importante, et pour moi on est sur des zones clés sur lesquelles pour moi, si les acheteurs de moyen et de long terme sont présents, il faut réagir maintenant. Pareil, à ce sujet-là, beaucoup me parlent des tendances et beaucoup, je crois, se trompent sur le phénomène de tendance. Tendance, quand on parle de tendance, il faut toujours l'associer
à une unité de temps. Alors, certains, le grand débat en ce moment, c'est de savoir si on est toujours sur des tendances haussières ou des tendances baissières. Mais il n'y a personne qui précise les unités de temps. Et on le verra sur les graphiques, notamment sur le graphique du CAC 40. Lorsque vous prenez le CAC 40 aujourd'hui, bon, il n'y a pas, pour moi, de retournement de tendance de long terme. D'accord? Court terme, oui, peut-être. Éventuellement, des tendances de court terme cassées, éventuellement des ranges, pourquoi pas. Mais même sur le Nasdaq qui est un petit peu plus corrigé, il n'y a pas de retournement de tendance à proprement parler, d'accord? On a toujours quand même un graphique et des graphiques qui sont sur l'ensemble des actifs, je trouve, quand même toujours en tendance haussière de long terme. Donc ça, c'est toujours intéressant et important de bien comprendre ça lorsque vous parlez de tendance ou de directionnalité des prix, peu importe, toujours y associer une unité de temps. Et on le verra aussi dans l'analyse, toujours pareil, du CAC 40, comme on fait chaque semaine. C'est important toujours de prendre minimum, bon ça suffit, hein, je dis minimum, mais en réalité ça suffit, 3 unités de temps, le journalier, l'hebdomadaire et donc le mensuel. Au niveau de la saisonnalité, le mois de novembre, historiquement, est un mois, vous le savez, plutôt pas mal, voire même très bon. Cette année, pour le moment, on verra à la fin du mois. Bon, vous allez me dire, il reste une dizaine de jours, donc il doit rester quoi, 5, 6, 7 séances peut-être, je sais pas. Donc nous verrons, enfin, on fera le calcul à la fin du mois, mais a priori, on se dirige pas vers un mois de novembre absolument fou en termes de performance, sauf si il y a un événement qu'on connaît pas encore qui relance les marchés. En tout cas, visiblement, a priori, c'est pas Nvidia, puisque même si ça a rassuré les marchés dans un premier temps, dans un deuxième, il y a quand même eu une prise de bénéfices, pas si violente que ça, mais elle a quand même eu lieu. Ça aussi, on va y revenir. Donc voilà, historiquement le mois de novembre est un très bon mois depuis 1928 et c'est surtout vrai au mois de décembre. Donc est-ce que ce mois de décembre va venir sauver finalement les marchés? C'est toute la question qu'on se pose tous, hein, toutes et tous, évidemment. Alors, c'est vrai évidemment pour également le Nasdaq, il n'y a pas de problème. On regarde également la courbe de performance. On se situerait à peu près par là. Donc on peut avoir effectivement une période comme ça, mais globalement, normalement, même si le mois de novembre n'a pas tenu toutes ses promesses, espérons que le mois de décembre, lui, les tiendra. Le Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. Le Dow Jones, bon, voilà, on est vraiment sur un mois de novembre un peu en range. Quand même, globalement, c'est ce qu'on a. Hein. Finalement, moi, sur les indices américains, il n'y a pas vraiment de surprise. On a des indices américains qui zigzaguent. Le Nasdaq, lui, par contre, est en retard par rapport à sa saisonnalité, puisque le mois de novembre, habituellement, est un mois plutôt pas mal, surtout sur la deuxième partie. Donc, nous y sommes. Pour le moment, on a du mal à démarrer. Donc voilà, c'est le moins que l'on puisse dire. Sur le DAX, c'est un petit peu la même chose. Hein. On a un DAX qui plafonne. Alors que normalement la saisonnalité sur le DAX est plutôt très positive, et sur le CAC, on a un mois de novembre lui qui zigzag, qui ressemble finalement lui plutôt bien, mais à partir voilà, le dernier tiers de novembre, vous allez me dire on y est, lui normalement est plus prometteur. Voilà, jusqu'à début décembre. Après on a une période de mi-décembre qui est un peu plus complexe avant d'avoir statistiquement, pardonnez-moi, le fameux rallye haussier de fin d'année. Voilà, voilà, alors on a d'autres graphiques, hein, vous le savez, qui montrent également cela, avec notamment le VIX, qui notamment, c'est pas le cas pour le moment, devrait se calmer. On a un VIX au-dessus de 20 ces derniers jours, donc c'est pas un VIX normalement euphorique, pas du tout, c'est un VIX plutôt qui se protège et qui a plutôt un petit peu peur. Donc voilà, vous avez vu le Fear and Greed aussi qui était à 8 hier. Bon voilà, hein, tout ça c'est des indices qui font que on a un marché qui est pas forcément hyper serein. Au niveau des publications, on le sait, c'est plutôt calme, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça devrait continuer de se calmer jusqu'à la fin de l'année, donc ça c'est plutôt positif. Cette semaine aux États-Unis aussi, il y a eu moins de publications connues, mais il y en a eu quand même, puisque vous avez eu bien sûr Home Depot qui a publié, vous avez eu également Walmart qui a publié, vous avez eu quelques actions plus ou moins connues, et puis bien entendu vous avez eu Nvidia. Donc c'est aussi pour ça que j'ai donné ce titre là à cette vidéo, parce que pour moi il y a deux éléments évidemment qui
qui justifie le fait d'utiliser ce titre, le fil du rasoir, parce qu'on l'a vu évidemment, hein, c'était d'ailleurs très très intéressant, hein. On est dans un monde où en fait, peu importe l'action que vous avez, eh bien in fine, tout le monde regarde une seule publication, celle de Nvidia. Et vous avez vu donc dans la journée de mercredi, puisque Nvidia a publié mercredi soir, bah, vous avez vu des actions qui n'avaient strictement rien à voir avec Nvidia et qui étaient complètement immobiles pendant la journée de bourse, et on avait vraiment l'impression que tout le monde attendait les résultats de Nvidia. Les résultats de Nvidia, ils ont été bons, ils ont été même, je dirais, très bons, au-dessus des attentes. C'est moins impressionnant évidemment que par le passé, mais dans un contexte où tout ralentit, ça a quand même globalement rassuré les investisseurs. Alors on va me dire oui, mais le marché a quand même vendu. Oui, le marché a vendu, mais déjà de 2%, je crois. Bon, pas non plus. C'est pas, voilà, quand on voit le parcours de Nvidia et quand on voit la valorisation de Nvidia qui est quand même assez élevée, bon, on se dit que franchement, perdre 2%, c'est rien du tout en fait. Hein. Ça veut dire que le marché, finalement, à ce stade, hein, on verra voilà, la journée d'aujourd'hui, on verra surtout la semaine prochaine, parce que c'est toujours les jours qui suivent qui sont intéressants à observer. C'est là qu'on a la réalité des convictions des investisseurs, notamment des gérants de fonds. Mais globalement, moi, ce que je note, c'est que c'est un marché qui a trouvé des résultats parfaitement alignés et qui a trouvé que le rallye haussier qui avait été fait depuis avril sur Nvidia était justifié. Donc, pour moi, un partout balle au centre, des investisseurs quand même globalement rassurés, même s'il y a quand même une petite prise de bénéfice qui s'est faite en cours de séance, mais pour moi c'est du bruit de marché, c'est rien du tout. Donc bon, voilà, c'est peut-être le point haut, j'en sais rien, mais et d'ailleurs vous le savez, je suis pas acheteur sur Nvidia sur ces niveaux de prix là, mais pour autant il y a rien actuellement, il y a rien concrètement, ni dans les chiffres, ni graphiquement, si ce n'est peut-être voilà, des hauts de canaux haussiers, des choses comme ça, mais sinon, il n'y a rien qui justifie aujourd'hui, si vous avez du Nvidia, véritablement de le vendre. Si ce n'est comme moi qu'il est vendu au début de l'été, parce que je pensais que le potentiel était limité, et d'ailleurs on est sur les mêmes niveaux que juillet, donc bon, finalement la décision a priori était pas si mauvaise que ça, voilà, mais c'était anticipé clairement. Voilà, donc les revenus data center qui sont vraiment très très impressionnants, après une timide hausse de 0,10% en clôture, le Dow Jones devrait afficher de solides gains ce jeudi, donc ça je l'ai écrit hier après-midi, hein. Effectivement, hein, il y a eu 2 solides gains en ouverture, et puis derrière, tout est redescendu en fin de séance, alors que l'état trimestriel de Nvidia, publié hier soir, donc publié mercredi soir, hein, entendez toujours 24 heures à l'avance, puisque c'était hier soir que j'ai écrit ça, entraînant une hausse de 5% de l'action dans les échanges d'après bourse. Non, je l'ai même pas écrit, c'est un article que j'ai pris sur Investing, que j'ai trouvé très bien. Le géant, je l'ai reformulé, le géant de l'IA a signalé une demande exceptionnelle pour ses puces de pointe et a également réfuté les inquiétudes concernant une bulle spéculative dans le domaine de l'IA lors de sa conférence téléphonique. Clairement, c'est la crainte de ce fameux voilà, ce fameux argent qui tournerait en rond. Si j'étais pas banquier, je vous dirais que c'est ce qu'on appelle de la cavalerie à la banque, hein. La cavalerie, c'est, pour faire simple, hein, le premier truc qu'on apprend, enfin moi qu'on m'a appris quand je suis rentré à la banque, c'est faire toujours attention à la cavalerie, notamment sur les particuliers, ça se fait, mais surtout le plus dangereux, parce que c'est des gros montants, c'est sur les entreprises. C'est en gros, qu'est-ce que vous faites? Plutôt que de créer une seule entreprise avec un seul compte bancaire, avec un découvert autorisé, par exemple, j'ai une bêtise, vous avez droit à 10 000 euros de découvert autorisé, bah, nous on a vu des fraudes, moi j'ai vu des fraudes par le passé de cavalerie, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un chef d'entreprise, vous ouvrez un compte dans une banque A, dans une banque B, dans une banque C, vous faites une autorisation de découvert de 10 000 euros sur chacune, vous débitez les comptes de 10 000 euros à chaque fois, donc vous avez finalement 10, donc 30 000 euros, et avec ces 30 000 euros, ben, vous faites tourner 10 000 euros tout le temps, donc vous récupérez finalement pour vous 20 000 euros, et vous faites tourner 10 000 euros tout le temps, ce qui fait que ben, les 3 comptes potentiellement sont à découvert, mais tous les 2 ou 3 jours, ben, vous repassez potentiellement créditeur ou vous comblez le découvert, mais finalement c'est avec de l'argent qui n'existe plus. Donc voilà, je le fais très simple, j'essaie de caricaturer, mais c'est ça la cavalerie, et ça c'est des fraudes qu'on détecte beaucoup, notamment
dans les banques. Alors maintenant, les banques ont des algorithmes qui permettent de le détecter beaucoup mieux qu'à l'époque où je suis rentré en 2006, mais en tout cas, ça a toujours existé, c'est des fraudes qui sont quand même courantes, et donc voilà, le parallèle qui est fait aujourd'hui avec Nvidia, c'est que Nvidia, finalement, c'est de l'argent qui tourne un peu entre elles, en tout cas avec ses partenaires, et on se dit que finalement, quand on voit Nvidia, les partenariats qui sont faits aujourd'hui, notamment avec L'Oréal, etc., bon, moi je veux bien, hein, mais on a l'impression quand même que c'est surtout, il y a du cash qui est là, et on investit un peu sur, finalement, le premier qui sonne à la porte. Donc, est-ce que c'est sain? Je ne sais pas, je crois pas que ce soit hyper sain. Maintenant, bon, à un moment donné ou à un autre, de toute façon, Nvidia ralentira, la croissance d'Nvidia ralentira, et c'est là, pour le coup, qu'on verra véritablement si les investisseurs sont eux aussi là, avec tous les impacts aussi que cela a, notamment sur les pondérations du Nasdaq, les pondérations, puisque la valorisation d'Nvidia est importante, hein, les pondérations également sur le S&P 500, et même sur un ETF, comme l'ETF Monde. Donc, le PDG d'Nvidia a déclaré constater quelque chose de très différent, à savoir que la demande en puces alimentée par l'IA était appelée à s'étendre, hein, au-delà des centres de données et des hyperscalers. Il a aussi rejeté donc les fameuses critiques concernant les investissements circulaires, c'est ça, hein, c'est ce que je vous expliquais, hein, de la société affirmant que l'investissement de Nvidia dans OpenAI visait à élargir notre écosystème et à soutenir la croissance. Évidemment, il va pas vous dire que qu'ils savent plus trop quoi faire de l'argent et que du coup ils investissent dans tout et n'importe quoi. Bon, ceci étant, il faut pas non plus exagérer. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui Nvidia fasse tout et n'importe quoi. Juste, et je trouve que c'est sain. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui se posent des questions et ça me va très bien. Et en général, c'est plutôt comme ça que on pousse aussi des gens comme le PDG d'Nvidia, qui est quelqu'un d'hyper compétent, aussi à faire gaffe lui-même. Donc c'est très bien qu'on pose ce genre de questions et que les investisseurs s'inquiètent. Les résultats trimestriels de Nvidia, qui sert de baromètre, évidemment, hein, pour le domaine de l'IA, ont entraîné une forte hausse des actions technologiques dans un premier temps, les aidant à rebondir après les pertes importantes enregistrées lors des dernières séances, et on l'a vu, ça c'était sur la première partie, j'ai écrit ça hier soir, hier en fin de journée après les marchés français, mais derrière la seconde partie, vous l'avez vu également, malheureusement, la séance a été plus complexe. La réalité, par expérience, la réalité des choses, vous ne l'avez pas avant 24 heures, d'accord? Donc pour moi, je dirais même pas avant aujourd'hui, éventuellement, c'est là où on va vraiment voir, mais je dirais même en réalité pas avant la semaine prochaine. Le mouvement de la semaine prochaine, pour moi, sera véritablement le vrai mouvement, pour moi, des investisseurs sur Nvidia et sur l'ensemble du marché. Le problème, c'est que vous avez tellement de contraintes techniques, c'est-à-dire de vente à découvert, de gens qui profitent de la baisse pour reprendre, etc., que ça génère des flux qui peuvent générer donc de la volatilité, et c'est de la volatilité pure, de contraintes techniques encore une fois, sans véritablement de conviction de fond, voilà. Et en réalité, ce qui fait bouger les marchés à court terme, ce sont les contraintes techniques, mais ce qui fait bouger les marchés à moyen et à long terme, ça reste les convictions de fond des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou qu'ils soient institutionnels. Donc, les gains ont été limités par un nouveau recul des anticipations de baisse de taux de la Fed pour décembre, suite à la publication hier soir également des minutes de la réunion d'octobre de la Banque centrale, qui ont révélé que les décideurs politiques étaient divisés sur les mesures à prendre à l'avenir. Dans ce contexte, la probabilité d'une baisse de taux pour la réunion FOMC du 10 décembre a chuté de 24%, contre plus de 40% la veille et plus de 70% au début de la semaine dernière. Mais la problématique aujourd'hui principale des États-Unis, c'est évidemment que, je pense que Jérôme Powell, et on reviendra là aussi sur les chiffres du chômage, est évidemment partagé entre une économie qu'il voit quand même de plus en plus en difficulté, et malgré tout, des chiffres de l'inflation qui sont bons, mais qui ne sont toujours pas à la cible. Je rappelle que la cible, c'est 2%, sur les chiffres aux États-Unis, on est plutôt proche de 2,7, 2,8. Donc vous allez me dire, on n'est pas à 0,7, 0,8 près, mais ça veut dire quand même que vous avez une cocotte minute qui peut, à un moment donné, exploser. Et il faudrait pas la titiller trop, voilà, il faudrait pas trop mettre de l'huile sur le feu. Et je crois que la crainte de Jérôme Powell, elle est là. C'est pas du tout le même cas d'ailleurs en Europe, mais aux États-Unis, c'est le cas. Et c'est ça la grande peur, bien entendu, des États-Unis. Alors que pour moi, pour les marchés, je parle pas pour notre quotidien, mais pour les marchés, le véritable danger, c'est une chute de l'inflation et donc une chute
des taux, une augmentation du chômage, c'est plus ou moins ce qu'on est en train de voir, et donc potentiellement une récession. C'est ça pour moi le principal danger. Il y a un scénario alternatif, qui est celui aussi d'une hausse des marchés, mais pour moi, la problématique, c'est qu'une hausse des marchés serait provoquée justement par une reprise de l'inflation. Donc ce serait très mauvais pour le peuple américain, pour nous au quotidien, très certainement, parce qu'on serait, je pense, in fine impacté. Pour autant, pour moi, le paradoxe, c'est que tout le monde a peur de l'inflation en disant s'il y a de l'inflation, les marchés vont chuter. Et moi, je pense que c'est tout le contraire. Je pense que s'il y a de l'inflation, les marchés vont monter. Parce que, eh bien, évidemment, la seule manière aujourd'hui de vous protéger contre l'inflation, c'est d'investir. Et quand vous voulez investir, c'est compliqué d'investir du jour au lendemain sur de l'immobilier, c'est compliqué d'investir sur tout un tas de choses. En revanche, il n'y a rien de plus facile que d'investir sur des actions. Et quand on veut investir sur des actions, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est d'investir sur les indices américains et sur notamment les grandes capitalisations américaine. Voilà, grosso modo, pour moi, les deux scénarios potentiels, avec quand même, pour moi, une préférence sur plutôt des difficultés économiques qui vont perdurer et en réalité, une inflation qui va continuer de chuter, peut-être même un dollar, comme vous le savez, on va y revenir, peut-être même monter, et tout ça va provoquer un certain nombre de choses que je vais vous expliquer en suivant. Vous avez dit, cette première partie, elle est costaud, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et moi aussi, même vous, si vous le savez, je suis pas expert économique, je suis passionné d'économie, c'est tout, ça s'arrête là, c'est déjà pas mal, vous me direz. Donc j'ai évidemment énormément de lacunes dans mes analyses, j'essaye juste de prendre les faits les uns après les autres, les stats, et j'essaye quelque part de vous les remixer à ma sauce, à la sauce du sud de la France, avec mon accent et ma personnalité, et j'essaye de vous les retranscrire pour que vous aussi, voilà, vous tiriez vos propres conclusions. C'est toujours ça qui m'intéresse, et au-delà de ça, de débattre. Donc bon, au niveau j'y reviens, au niveau des publications, donc la semaine prochaine, donc relativement calme. On aura toutefois quand même donc LDLC donc et LDC qu'on va voir dans cette vidéo-là. On aura Armis qu'on suivait pas mal, Rémi Cointreau également. Au niveau des dividendes, il n'y a rien a priori la semaine prochaine. Et donc pour le fil du rasoir, donc je reviens maintenant sur mes stats éco et sur l'environnement éco. Donc deux choses pour moi qui font que le marché aujourd'hui est sur le fil du rasoir. Nvidia évidemment, mais on va dire que bon, allez, cette première inconnue quelque part, le marché à ce stade l'a écarté. Peut-être qu'il peut prendre une partie des bénéfices, tout ça, très bien, mais globalement quand même, on considère que bon, les chiffres ont été au moins rassurants, donc même si les résultats sont pas achetés, à minima, le marché va s'en contenter, c'est déjà pas mal, parce qu'il y avait de la crainte. Donc le deuxième fil du rasoir, évidemment, on en a tellement parlé dans ces vidéos hebdo depuis des mois et des mois, que nous y sommes malheureusement, si je puis dire, malheureusement, c'est évidemment le taux de chômage aux États-Unis. Donc il y avait effectivement le shutdown qui nous a empêché d'avoir accès à ces stats pendant un mois et demi, je crois, quasiment 2. Ils sont sortis, ils sont sortis hier, je crois, c'est ça, hier. Et donc le taux de chômage aux États-Unis est supérieur aux attentes, 4,4. Regardez la tendance en bas de ces derniers mois, pas franchement rassurant. Et je maintiens, donc je vais pas, maintenant que le scénario s'oriente de plus en plus à ce qu'on dit, je vais pas changer d'avis, évidemment, vous vous en doutez bien, et je pense que vous non plus. D'ailleurs, effectivement, on est sur le fil du rasoir. Voilà, on est sur le fil du rasoir, et je vous dis depuis un petit moment, au niveau des US, tant que vous êtes au-dessus de 4,4, 4,5 en dessous du taux de chômage aux États-Unis, ça va. À partir du moment où vous pétez ce palier-là, gros danger, je pense, pour les marchés américains, et surtout gros danger de récession. Et on sait qu'en général, lorsqu'il y a une récession, ici en gris, ça finit toujours mal. Donc on a vraiment ici donc ce bottom qui a été construit. Toute la question est de savoir si les Américains vont avoir désormais la capacité de stopper ça. Et en réalité, pour tout vous dire, je pense que si les Américains arrivent à contenir cela, ce sera avec des plans de relance encore et encore qui seront gigantesques, notamment pour l'industrie américaine, etc., pas pour les 7 magnifiques, les 7 magnifiques, ils n'ont pas besoin de plan de relance. Et donc, ma conclusion, c'est que pour éviter cela, il va falloir relancer l'inflation. Voilà. Et donc, je pense que la lutte, en réalité, 2026,
pour tout vous dire, je fais un résumé, mais peut-être qu'on en reparlera dans le live de jeudi. Je pense que les Américains, le gouvernement américain, quand je mets, on va dire, les pouvoirs américains, Trump, la Fed, etc., il va y avoir une lutte entre deux mondes. La lutte entre le monde de Jérôme Powell, qui est un monde avec une crainte d'une reprise de l'inflation, donc avec la conscience de potentiellement sacrifier une partie de l'emploi américain et une partie de l'économie américaine pour les années à venir pour ne pas se mettre en danger sur le plan de la hausse des prix, etc. Et donc, in fine, en difficulté les Américains et in fine, en difficulté le monde. Ça, c'est le premier élément. Et en face de ce monde-là, vous allez avoir la seconde partie, Trump, au sens large, qui lui va dire moi, s'il y a un peu d'inflation, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est une économie qui tourne à plein régime. Voilà. Je veux pas de chômage, même s'il y a un peu d'inflation, c'est pas très grave. Je veux une économie forte, je veux qu'on envoie, pardonnez-moi de l'expression, je veux qu'on envoie du pâté. Voilà. Donc, pour moi, on va avoir ces deux mondes l'année prochaine qui vont s'affronter. Avec, évidemment, autour de ça, des données économiques, $1, etc., qui seront toujours là. Et pour moi, la véritable question, et ça va être passionnant, c'est de regarder véritablement ça. Alors, c'est très intéressant également parce que nous, Européens, on tape beaucoup sur l'Europe. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire sur le plan politique notamment, etc., économique aussi. Mais enfin, lorsqu'on regarde quand même les performances donc voilà du S&P 500 notamment par rapport donc effectivement à l'Eurostoxx 600, bon, on s'aperçoit que les performances elles sont à peu près les mêmes quand même globalement. Donc il y a des périodes de surperformance et de sous-performance, mais globalement c'est les mêmes. Donc finalement l'Europe cette année s'en est plutôt bien sorti. Ce graphique là montre effectivement donc les larges caps. C'est bien ça, hein, les larges caps européennes avec les small caps européennes. Et ce qui est intéressant également de noter, c'est que donc les small caps européennes surperforment les larges au moment où on se parle, hein, à peu près de 2 points, un peu plus de 2 points, donc 25,9% pour les small caps et les larges 23,6%. Donc on a quand même de belles performances hein, finalement sur voilà là c'est depuis le mois, j'allais dire sur le début d'année, en réalité c'est depuis le mois d'avril. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que eh bien on a également eh bien la value. C'était ça. Alors attendez, hop. Voilà, avec le bon graphe, c'est mieux. Donc c'est bien celui-là que je voulais vous montrer. C'était l'écart de performance entre la value. C'est assez incroyable d'ailleurs, hein, parce que aux États-Unis, bien sûr, vous le savez, les valeurs de croissance sont surperformées en 2025, notamment portées par l'IA, etc. Sauf que lorsqu'on regarde véritablement la performance en Europe et la différence de performance entre les valeurs de croissance, donc le growth, et la valeur du value en Europe, eh bien, il y a un écart de performance, mais là, pour le coup, en faveur de la value, avec 22,6% de performance au moment où on se parle, ou à hier, peu importe, et 9,2% pour les valeurs de croissance. Alors que j'ai pas les chiffres, mais je pense bien que c'est plutôt l'inverse, notamment aux États-Unis. Alors, ce graphique, il semble complexe, mais il n'est pas tant que ça finalement. Ce graphique, il est très intéressant aussi, et vous allez voir pourquoi je vous en parle un petit peu plus loin. Vous voyez, c'est costaud, c'est la première partie, mais c'est intéressant quand même parce que ça va vous permettre aussi de vous projeter en 2026 et de savoir quoi regarder en 2026. C'est donc en noir, la performance donc de l'euro, hein, tout simplement, hein, la performance de la monnaie, hein, de l'euro, et en rouge, on le voit ici en voilà, les petites voilà, c'est tout simplement les résultats des entreprises européennes. Et alors évidemment, hein, ce qui est très très intéressant, c'est que lorsque vous avez un euro qui est fort, eh bien vous avez des résultats d'entreprise qui sont plus en difficulté. Et à contrario, lorsque vous avez un euro qui est faible, eh bien, vous avez globalement eh bien, des résultats d'entreprise
qui sont généralement, effectivement, meilleurs. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, si vous avez un euro faible, c'est que vous avez un dollar fort. Et lorsqu'on regarde le dollar, qui a été très faible globalement depuis 2022, hein, voilà, là vous avez un graphique mensuel. Donc on voit que d'ici à ici, globalement vous avez une baisse, vous avez des remontables, mais vous avez une baisse. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que là, depuis plusieurs mois, eh bien, on est revenu sur une ligne de tendance, et là, on fait cette congestion-là. Et toute la question en 2026 va être de se dire, est-ce que ce n'est qu'un pullback avant de repartir à la baisse? Dans ce cas-là, pour moi, ça signifiera à nouveau de la surperformance des US. En partie. Et le deuxième scénario probable, c'est effectivement une cassure par le haut. Et là, à mon avis, ça voudra dire notamment une performance intéressante des pays émergents, une surperformance encore des pays émergents, même une accélération peut-être même des pays émergents, et peut-être une surperformance notamment des comment dirais-je, des actifs européens. Voilà. Donc on a Goldman Sachs là qui anticipe effectivement sur 12 mois une continuité de la hausse des actions européennes. Bon, c'est une boule de cristal, hein, évidemment, hein, mais enfin, bon, c'est quand même intéressant, d'autant que, comme vous le savez, comme on l'a dit beaucoup ici même, vous avez des valorisations sur les indices américains qui sont quand même globalement élevées, surtout sur le Nasdaq, le S&P 500. C'est un petit peu moins vrai sur l'Equal Weight, et c'est un petit peu moins vrai sur le Mid Cap et le Russell, qui est l'indice des petites capitalisations américaines. En fait, quand on regarde les valorisations, notamment sur le Nasdaq, on voit qu'on est sur des sommets de 2010, de 2020, de 90, pas sur des sommets de 2000, mais qui étaient une bulle. Voilà, lorsque vous tracez une bande de Bollinger pour mesurer la volatilité également sur 10 ans de la valorisation du Nasdaq, eh bien, vous vous apercevez que on est, pour les analystes techniques, bol sup, on est bol sup, et même pour les fans de mon ami Trado, on pourrait dire même, j'ai oublié l'expression, mais voilà, le setup de Trado, c'est-à-dire lorsqu'on clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger, derrière on a un retour M7. Voilà, bon, bref, en tout cas pour vous dire que globalement on est un peu quand même en excès, donc il faut faire attention. Au retour de bâton, il faut quand même aussi noter que même si les indices, notamment les valorisations américaines, sont élevées, lorsqu'on regarde d'un petit peu plus loin, qu'on prend du recul, eh bien, vous avez de manière générale dans le monde des valorisations qui sont élevées. Il y a peu d'indices aujourd'hui, sauf si vous allez sur l'Afrique, l'Amérique latine, ou même seulement une partie des pays émergents, ou une toute petite partie de l'Europe. Hein. Je pense encore, par exemple, à des pays comme la Pologne, je pense à des pays comme la Grèce, je pense à voilà, même le Portugal dans une moindre mesure, même l'Espagne dans une moindre mesure, même s'ils sont bien montés, mais globalement, vous avez aujourd'hui quand même des zones géographiques, toutes les zones géographiques du monde, quasiment, qui sont quand même sur des niveaux de valorisation relativement élevés par rapport à la moyenne. Voilà, globalement, ce que je voulais vous dire, globalement, j'ai essayé de faire court, mais enfin, on a fait quand même long, mais voilà, je pense que c'était important pour moi que je vous communique tout ça, que je vous donne tout le plan, notamment pour 2026. Alors c'est pas la vidéo de fin d'année, mais je pense que c'était intéressant quand même que je vous communique tout ça pour la suite et pour votre travail de préparation, plutôt que de vous donner les chiffres après, de vous dire vous avez vu c'était cher, hein, maintenant ça a baissé, c'est trop tard. Non, je préfère vous le donner avant, et puis après c'est à vous évidemment de tirer vos conclusions. Le scénario pour la fin d'année pour moi à ce stade c'est toujours le même, si on est sur le fil du rasoir, mais j'espère quand même qu'on aura une reprise du marché pour la fin de l'année, début d'année 2026, avant d'avoir par contre de vraies difficultés, et un marché qui potentiellement se mettra en range pour des mois, voire des années. Pour moi, ça a déjà démarré aux États-Unis, d'ailleurs. Donc moi, je suis convaincu que, vous le savez, c'est mon scénario principal, que les indices américains notamment vont ranger pendant des mois et des mois, qu'on va avoir de la volatilité dans le range, peut-être de 10, de 15, de 20%, j'en sais rien, mais que globalement, on est sur une période qui pourrait ressembler à ce qu'on avait vécu après les années 2000, ou même dans les années 70, ou même avec beaucoup plus de volatilité après les années 30, parce que lorsqu'on regarde ce graphique qui mesure le ratio entre le S&P 500 et le gold, lorsque le gold prend le dessus sur le S&P 500, ou
à l'inverse, quand le S&P 500 sous-performe le gold, eh bien vous avez des scénarios de range sur les indices américains. Voilà. Mais je pense aussi qu'il y aura de très belles choses à faire pour le stock picking, il y aura de très belles choses à faire pour notamment la value qui a été décotée, il y aura de très belles choses à faire sur certaines parties, zones géographiques du monde ou certains indices comme ça au cas par cas qui seront sous-valorisés. Pourquoi pas encore une fois les pays émergents. Pour moi le mouvement sur les pays émergents n'est pas terminé, loin de là. Pour moi 2025 est une phase de transition, 2026 en sera une autre, et après derrière peut-être on s'ouvrira à 2-3 ans de surperformance des pays émergents encore, et pourquoi pas de l'Europe qui pourrait par un miracle, je l'espère en tout cas, c'est mon souhait, se réveiller alors qu'elle se retrouve, je crois qu'on en a tous conscience, au pied du mur. Ce qu'il faudra évidemment aussi surveiller, vous le savez, c'est le VIX qui est à un niveau élevé, et donc on le sait, là on est sur des niveaux sur l'année qui ont toujours été achetés par le marché. Est-ce que ça va être le cas pour la fin d'année, et est-ce que ça va provoquer un rallye haussier? C'est toute la question qu'on va surveiller et qu'on va suivre bien entendu pour, j'allais dire les semaines, mais peut-être même les séances à venir. Voilà, donc pour cette introduction, je termine ici. Vous pouvez bien sûr retrouver la table des investisseurs qui est gratuite, avec notamment le suivi du portefeuille Forteresse qui a baissé, évidemment, avec les marchés. Mais enfin, on a fait une performance annuelle puisqu'on avait ouvert de novembre, donc on a mesuré de novembre à novembre. Donc on a quand même eu une performance annuelle de plus de 11%. Je pense que maintenant le portefeuille du retombé aux alentours de 8, quelque chose comme ça. Mais en fait c'est quand même très très bien. Un drawdown qui a été maximal, qui a été de 4% je crois, avec l'affaire Trump, notamment avec les droits de douane au mois d'avril. Autant vous dire qu'on est évidemment très content de ce portefeuille là. On va continuer, beaucoup nous demander est-ce que tu vas continuer à faire le suivi. Oui, on va faire un suivi, et je pense qu'on va même aller un petit peu plus loin, parce qu'on va faire on va rajouter la performance annualisée, puisqu'on a plus d'un an maintenant. Comme ça, on aura vraiment une performance moyenne depuis la date d'ouverture. Donc ce portefeuille, évidemment, c'est un vif succès. Merci à toutes et à tous pour ça. Et on va continuer, bien sûr, on va continuer de le suivre. Pour rappel, eh bien, l'inscription à la table des investisseurs est totalement gratuite. Allez, on a fait relativement long, mais c'était relativement important, sincèrement, de vous dire tout ça. Vous avez une grande partie, je crois, de ce que je pense aujourd'hui. Bon, le CAC 40. Alors, le CAC 40. On en est où? Ben, on en est là. On en est là, les amis. Donc, le CAC 40, c'est toujours la même chose. On va faire les choses dans l'ordre. Le CAC 40, on me parle de tendance baissière. Bon. Vous montrez ce graphique à un enfant de 5 ans, je suis persuadé, ou à 100 enfants de 5 ans, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une majorité qui vous réponde que ce graphique il baisse. Donc là aussi, n'oubliez pas toujours de prendre du recul. À ce stade, nous sommes toujours dans une tendance haussière. Alors, de long terme. Je suis sur une unité de temps mensuelle. Donc, effectivement, il y a une bougie rouge qui apparaît, elle n'est pas terminée déjà, premièrement, il faut attendre la fin du mois. Effectivement, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un biseau ascendant, et on sait que les biseaux ascendants, ça peut finir mal, on est d'accord, très bien. On sait aussi que le biseau ascendant, ça peut terminer en exponentiel. Donc, à ce stade, il n'y a pas grand-chose à dire. Si je regarde l'indicateur, vous le savez que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la moyenne mobile à 10 périodes. Donc en mensuel, ici, on est au-dessus de la moyenne mobile et elle est plate. Donc on va dire que la tendance est légèrement, la tendance haussière est toujours plutôt haussière, légèrement à plus haussière. La tendance de moyen terme en hebdo, donc la semaine n'est pas terminée, mais là effectivement on est en dessous de la moyenne mobile à 10 mois et elle est haussière, donc on va dire qu'on est neutre à baissier. D'accord. Et là où il n'y a pas de sujet, en revanche, la tendance court terme, effectivement, on est toujours en tendance baissière. Du moins, on est en tendance baissière depuis la séance de mardi, puisque, effectivement, on est en dessous et elle est baissière. Maintenant, je reste sur ce graphique-là. Mes niveaux d'intervention, alors c'est là aussi où il faut bien comprendre que quand je donne des niveaux de validation, là aussi, elles s'adaptent aux unités de temps. Lorsque je disais, si on comble le gap ici, qu'on repasse sous les 8100, ou c'était quelque chose comme ça la semaine dernière, vous avez bien compris tous, j'imagine, que c'était du court terme. Évidemment que c'est pas parce qu'on casse les 8100 qu'on va directement aller à 5800 et des bananes. Bon, les choses se font par étapes. Ça, c'est l'unité de temps, encore une fois, court terme. À moyen et long terme,
pour moi, enfin à moyen terme, pour moi, la tendance, elle sera retournée ici. C'est vraiment la phase importante. D'ailleurs, j'ai pas touché ce que j'avais mis précédemment. C'est-à-dire que tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, des 8500, pardon, qu'est-ce que je dis, 8500, des 7850, 7900, tant qu'on reste au-dessus de ça, pour moi, la tendance de moyen terme, elle est toujours là. Alors, elle est en difficulté, hein, ça, on va pas se le cacher, effectivement. On joue avec le bas de la figure, donc évidemment, c'est pas très beau, mais on est toujours en tendance haussière. En revanche, vous réintégrez la figure et vous revenez là, vous vous mettez vraiment en difficulté. Et pour moi, si on casse cette zone-là, là par contre, on se met en mode crainte et bearish. Et donc là, l'objectif, clairement, ce sera de revenir sur ce niveau-là. Et même, je pense très sincèrement qu'on ira plus bas, c'est-à-dire qu'on ira tester ces niveaux-là, 7004, 7003. Voilà. Ça, c'est mon avis. Mais, encore une fois, même si c'est un biseau ascendant dans un grand biseau ascendant mensuel, encore une fois, au moment où on se parle, au moment où j'enregistre cette vidéo, hein, donc il est, quelle heure il est il est 11h au moment où j'enregistre cette vidéo, donc au moment où j'enregistre cette vidéo vendredi 21 novembre à 11h, la tendance n'est pas cassée. Ok, de moyen terme. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, c'est toujours la même chose. Des biseaux comme ça, vous voyez, voilà, parce que si je matérialise le mouvement actuel, et voilà. Vous savez, si je transpose un petit peu, n'oubliez pas aussi, tiens, par exemple, que ça ressemble, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était là, regardez. C'est des choses qu'on a déjà vues, ça, par le passé. Et donc, c'était là aussi, par exemple, en 1998, c'était aussi un biseau ascendant, vous avez vu, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à, grosso modo, ce qu'on vit là. Voilà, vous voyez, cette partie-là, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à cette partie-là, avec la hausse. On casse le top, on revient en arrière, et derrière, le biseau ascendant, il casse encore une fois par le haut. Et en général, et c'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. C'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. Vous avez derrière le biseau ascendant, vous avez de la volatilité. Vous avez le biseau ascendant qui casse par le haut. Et vous avez le dernier rallye, la dernière grande jambe de hausse. Avant, derrière, le sell-off. Et le retournement véritablement du marché. Ok ? Donc, et là, derrière, vous avez vu, le CAC 40, il avait pris encore 30%. Hein. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je dis juste que je vous prépare à tous les scénarios parce que ça peut arriver. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc attention de ne pas croire que, parce que c'est un biseau ascendant, voilà, potentiellement comme ça, parce que c'est un biseau ascendant, il va casser automatiquement par le bas. Il peut très bien faire, non seulement revenir ici, non seulement exploser ici, aller au 9000, avant d'avoir après le retournement. C'est tout à fait possible. Et vous pouvez avoir ça, et vous pouvez avoir un rallye assez dingue, de seulement, je sais pas, hein, quand est-ce qu'on avait, combien de temps on a mis là lorsqu'on a cassé? Oh, ça devait pas être énorme puisque c'est un graphique hebdo, hein, donc vous voyez, c'est marrant, novembre 99, vous voyez, 20 jours avant notre période là, et vous avez accéléré jusqu'à, allez, le premier top il était là jusqu'au mois de mai 2000, donc vous avez eu 30 semaines de hausse. Et après, alors avec de la volatilité, ça paraît pas, mais regardez la volatilité, derrière on a fait une congestion là-haut, on a fait une fausse cassure et le retournement. On peut avoir ce scénario-là. Bref. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour le CAC Small, comme ça vous avez tous les éléments. Hein. À vous, vous voyez, j'essaye toujours de vous montrer les choses positives et les choses négatives. Comme ça, après, vous triez. Voilà, moi je prétends pas détenir la vérité puisque je la détiens pas. Donc voilà, le CAC Small en difficulté. Voilà, on disait qu'on attendait ici le retournement. Il y a eu la congestion, il y a eu une tentative. Pour le moment, c'est pas top. Pour le moment, c'est pas top. On tente de sauver les supports, etc. Mais voilà, il faut absolument réagir. Il faut absolument que ce double top, ici, là, ce double appui, vous avez bien compris, ce double bottom ici, il faut absolument, désormais, qu'il réagisse sur cette bougie-là pour relancer, revenir sur le niveau de résistance ici et éventuellement retrouver. Si on lâche tout de suite les 15 000, pour moi, c'est retour à MM200, c'est-à-dire retour aux alentours des 14 000. Ça voudrait dire éventuellement une baisse supplémentaire de 7 à 8% minimum.
parce que j'ai rien dans cette zone-là, là. Jusque grosso modo, ici, cette zone de friction, j'ai pas grand-chose. Donc pour moi, si on lâche ce niveau-là, ça voudrait dire retour par là, voilà, avec une moyenne mobile qui va venir un peu comme ça s'aplatir, je pense. Donc ce serait grosso modo même un retour sous les 14 000 points. Et ça voudrait dire une baisse potentielle, ouais, de près de 10%. Donc effectivement, ça peut faire du grabuge. Bon mes chers amis, on va passer donc aux actions et on commence par certaines grosses avec L'Oréal. Inchangé, mon avis est inchangé sur L'Oréal, voilà, depuis des semaines, voire des mois, je vous dis moi, c'est cette zone-là, pas avant, voilà, ben voilà, le scénario en journalier, pour le moment, il suit vraiment sa route, donc ça, c'est plutôt quand même inquiétant pour la suite. Mais voilà, alors c'est pas mort encore, puisqu'il y a, voilà, on arrive sur un support, etc. hein, mais ça, c'est quand même un biseau d'élargissement, et globalement, on peut aller faire un plus haut encore, d'accord, sur ce niveau-là. D'ailleurs, c'est là qu'on va voir finalement si le marché veut jouer sa dernière jambe de hausse, mais pour moi, de toute manière, à chaque nouveau plus haut, il faut faire attention parce qu'on risque à tout moment d'avoir une attaque baissière. Air Liquide, c'est alors rien à voir hein, sur le secteur, mais c'est sa cousine germaine sur le graphique. Pour moi, j'ai toujours le même analyse hein, pour les investisseurs. Franchement, pas avant les 150. Cette zone-là, j'attends toujours un repli sur cette... voilà, j'ai pas changé, hein, j'attends toujours le repli. Le graphique semble vouloir donner ce que j'imagine. Donc cette zone-là, on peut là aussi zigzaguer, on peut y aller plutôt en crabe, on peut y aller d'un coup aussi, tout est possible. Mais pour moi, pas avant cette zone-là. Et même cette zone-là, encore une fois, prévoyez des renforts. Donc 150, 120 et je vous fais les zones larges hein, et 90. Voilà, pensez à garder du cash parce que pour moi, Air Liquide, c'est une action qui peut baisser. Vraiment, je pense qu'il y a du potentiel, il y a de la marge à la baisse. Elle a déjà baissé de 16%. Pour moi, elle pourrait baisser de 24%. Elle pourrait même baisser de 33% ou de 35% ou de 40%. Et elle pourrait même baisser de la moitié de sa valeur par rapport à son top. Je ne serais pas surpris, d'accord? Donc voilà, la très très belle zone déjà. Hein, voilà, c'est celle-là, première belle zone. Donc peut-être 25%, 50%, 25% dans la répartition, ça peut avoir du sens pour Air Liquide. Mais en tout cas, là, moi, je trouve pas que ce soit hyper top. Interparfum qui a lâché. Vous la connaissez, la zone qu'on attend, la première zone. Alors, j'avais dit, je vous montrerai la deuxième plus tard, on a le temps, mais bon, ça a l'air d'arriver vite. Mais la deuxième, elle paraît, je pense, évidente, hein, elle est là, globalement. Donc, voilà les deux zones qui peuvent être intéressantes. On fait une mèche sur la M200 mensuelle, mais je pense qu'on peut gratter un petit peu sous les 20, voilà, sous les 20, ça peut être pas mal. Et puis après, sous les 10, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Alors, quand je parlais des 20, on me disait c'est pas possible. Donc, mais bon, on n'est plus très loin maintenant, parce qu'on est à 23 quand même. Donc c'est quand même une baisse marquée, hein, 60% de baisse. Donc c'est quand même très impressionnant. Là aussi, hein, c'est pareil. Lorsqu'on a des valorisations élevées, bah, il faut être patient, voilà. Et ça met du temps, hein, parfois. Vous voyez votre actif pendant des semaines, des mois, voire des années qui continue de monter sans vous. Mais la patience finit toujours par payer. Donc ceux qui veulent investir sur Interparfum, vous avez éventuellement des zones. Total Energy qui est la survivante dans ce carnage entre guillemets, qui pour le moment casse par le haut. On l'a vu la semaine dernière, donc on avait deux scénarios potentiels. Les deux donnent de la hausse à long terme. Les deux scénarios, je ne change pas, donnent de la hausse à long terme. Hop, je fais un petit peu mon ménage. Voilà, pour que vous essayez de comprendre un petit peu plus. Donc les deux scénarios, c'était soit la cassure de ça casse par le haut, on fait la congestion ici, on recasse par le haut. Soit la cassure ici casse par le bas et on casse le bas ici, avant éventuellement de relancer et de reconstruire. Mais dans les deux cas, pour moi, c'était de l'achat. Visiblement, je dis bien visiblement, Total semble vouloir faire pour le moment le premier, donc on va patienter, on va regarder, voir si éventuellement on a cette fameuse construction qui est en train de se mettre en place là-dedans. Donc ça se regarde, et évidemment, la performance de Total Energy, tout comme le luxe qu'on va voir juste après, va être essentielle dans la performance du CAC 40 ces prochaines séances, clairement. LVMH,
Donc voilà, mensuel, hein, voilà, pour moi c'est toujours quand même, quoi qu'il arrive, même si on casse le bas ici, c'est toujours de l'achat. J'essaie de vous mettre des graphiques mensuels, notamment pour les investisseurs. LVMH, bah, c'est positif, hein, LVMH c'est très positif. Malgré tout, alors, la réaction, évidemment, est très positive. Pour le moment, LVMH sauve un petit peu le CAC avec ce rebond de près de 50%. On a toujours quand même cette épaule, tête et épaule qui est toujours là. Donc avec la ligne de coup, on est sur la ligne de coup. Et on voit qu'il y a une bataille qui est en train de s'opérer entre les acheteurs et les vendeurs. Et ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est de voir cette bataille-là, qui va l'emporter. Donc, on peut imaginer, donc je sais pas vraiment, mais on peut imaginer une figure un peu comme ça, figure d'accumulation qui pourrait durer encore quelques temps. Cassé par le bas, vous revenez combler ce gap-là, attention. En revanche, vous arrivez à construire par là, vous arrivez ici à relancer, à faire un double creux, à faire une congestion que vous cassez par le haut. Là, c'est pas mal, ça annonce le rallye de fin d'année. Alors pour LVMH dans un premier temps, mais également pour le CAC. Et LVMH, retrouvez évidemment les 700, mais même peut-être un petit peu plus haut. Vous avez un gap ici à aller combler aux alentours des 750. On sera en revanche vigilant. Je pense pas qu'LVMH va aller taper des ATH tout de suite. Donc on sera vigilant sur la zone des 750. Voilà. Donc pour moi, objectif, si cette figure-là casse par le haut, c'est revenir aux alentours des 750 €. Donc après LVMH, on passe à sa cousine. Kering, donc Kering qui revient doucement vers la zone qu'on attendait. Bon, je vous la mets en journalier parce que vous la connaissez en mensuel. Je vous renvoie aux vidéos. Donc, scénario vraiment là aussi qui a suivi voilà, ce qu'on espérait, ce qu'on voulait, c'est-à-dire revenir, déjà tester les plus bas ici de mars 2020 et de octobre 2018 et même de février 2018. Donc on est venu faire une prise de bénéfice, somme toute logique après un rallye exceptionnelissime, hein, puisque c'est un rebond quand même de 136%. Derrière, vous avez la consolidation, et donc ce qu'on attendait ici, c'était le retour dans cette zone-là qui est pour moi une zone très importante. Ce que j'aime bien sur Kering, c'est que ça, c'est plutôt quand même un mouvement correctif, d'accord? Ça veut dire que globalement, les probabilités qu'on sorte par le haut de cette correction, c'est quand même de l'achat, d'accord? Voilà, donc il faut vraiment surveiller Kering, chaque nouveau plus bas et chaque signal de retournement. Vous allez avoir la M200 qui va très certainement monter ici, donc vous pouvez avoir là aussi peut-être pas tout de suite, mais en tout cas bientôt, vous pouvez avoir un signal de retournement et derrière une tentative de rebond pour revenir ici chercher les 350, etc. À partir de quand on s'inquiète pour Kering? On s'inquiète pour Kering à partir du moment où vous lâchez la M200 et là on dira, bon, ben finalement, le rebond, ça a été un rebond qui a été magnifique, 130% encore une fois, mais c'était un rebond de trader, pas forcément d'investisseur. Mais pour le moment, là aussi, sur Kering, moi, je trouve que je suis toujours positif. Société Générale, également, on est toujours dans sa figure. Je vous le mets en mensuel, il n'y a rien qu'à changer. Donc, en mensuel, on a toujours cette figure de congestion. Voilà, il se passe rien depuis 4 mois. C'est là aussi pour moi, quand même, globalement, c'est encourageant par rapport à Kering, hein, parce que c'est plutôt, à mon sens, une figure de continuation, mais il faut encore faire l'essentiel, c'est-à-dire casser par le haut, reprendre les 60 € pour Société Générale et relancer la tendance haussière de fond qui est toujours haussière et même à moyen terme ça n'a pas changé. Soprasteria, ça m'intéresse pour du long terme, on arrive petit à petit tout doucement vers la zone qui m'intéresse, commence quand même à être intéressant niveau valo, etc. Donc voilà, pourquoi pas, dans cette zone-là, voilà, 110, 115, à vous de voir, hein, après chacun fait sa popote. Il y a une deuxième zone aussi de renfort, aux alentours des 60, voilà. Mais oui, c'est une zone pour du très long terme. Hein. La question, c'est pas de savoir si on va faire ça, hein, en réalité. La question, c'est pas de savoir faire ça. La question, c'est de savoir si on fait ça ou même ça, est-ce que derrière, on pense qu'on va avoir de la tendance haussière. Voilà. Donc moi, je pense que c'est toujours de la tendance haussière, et je pense que même si on ajuste un petit peu ici 100 et 50, ça vous fait un prix aux alentours des 75 grosso modo, ben, je me dis que à long terme c'est quand même plutôt pas trop mal. Ok, donc voilà pour Soprasteria. Court terme, je vous le montre pas, c'est pas un graphique intéressant à court terme, il n'y a pas forcément grand chose à jouer. Euraseo, on va peut-être revenir sur la zone d'investissement, donc voilà, c'est toujours à ce stade, c'est la première, hein.
Première zone d'investissement pour Euraseo, donc qui se situe à la fois à proximité donc du support oblique de long terme que vous voyez, je suis en données mensuelles, d'accord. Bon, on le voit, hein, c'est une très très belle zone d'échange. Voilà, toute cette zone, grosso modo, je fais un petit peu plus large. Voilà, pour que vous voyez. Donc, entre les 50 et les 44, toute cette zone-là, c'est une zone qui peut être intéressante pour accumuler. Voilà, c'était les plus hauts là, les plus bas là, les plus bas là, les plus bas là, la zone de friction, les plus bas là, les plus bas là, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Vous en avez une deuxième éventuellement aux alentours des 35, et si ça lâche, vous en avez une autre aux alentours des 23. Bon, on la montrera plus tard, là aussi, hein. Je vais pas... voilà. À part crash, a priori, on va pas y aller demain matin, donc on a encore peut-être un petit peu de temps. Et puis au pire, on fera un live spécial. GTT, alors pour GTT, moi, voilà, vous me connaissez, pour moi, je me suis trompé. Moi, depuis le mois de mai, hein, je vous dis, je suis pas acheteur sur GTT, je la vois pas monter plus que ça. Pour le moment, et c'est très bien, parce que c'est une très belle valeur, pour le moment, GTT me prouve le contraire. Très bien. Donc bravo à celles et ceux qui en ont toujours. Je suis toujours pas acheteur là-dessus. Pour moi, effectivement, on a eu une belle poussée, parce que mine de rien, on a poussé de 10, 15, 20%, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je suis toujours méfiant, et j'ai toujours peur qu'il y ait un retournement là-dessus, donc je suis toujours pas acheteur sur GTT, même si j'adore la boîte, etc. Je serai acheteur sur repli, pour le coup. Voilà pour GTT. Carrefour qu'on suit, Carrefour... Mine de rien, c'est toujours la même chose, c'est toujours cette incroyable congestion. Donc, statu quo, c'est fou, hein, assez fou quand même ce qui se passe sur Carrefour. Et il va y avoir une sortie. Donc là, en 2026, hein, c'est vraiment un titre à suivre. Si on arrive à casser cette oblique par le haut, ce sera super positif. En revanche, si on n'arrive pas et si on casse par le bas, il faudra faire attention parce que là, ce sera un retour aux 5-6 euros. Donc, il faudra véritablement faire attention. Donc, statu quo pour Carrefour. Abivax, c'est impressionnant. Un rouleau compresseur. Il n'y a pratiquement pas de repli. Donc là, voilà. Si vous voulez la trader, éventuellement, il faut rentrer dans les petites unités de temps. Il y a eu des setups par le passé. Alors moi, je l'ai pas tradé. Hein. Ça m'a tellement, je suis tellement passé à côté d'Abivax que je l'ai même pas dans mon watchlist. Mais voilà, de temps en temps, vous avez des petites figures de congestion. Voilà, là il y en avait une aussi, des petites figures de congestion. Là, vous aviez éventuellement aussi. Voilà. Il y a des petits trucs pour jouer de la continuité. Voilà. Mais après, voilà, investir, je sais pas. Donc éventuellement pour jouer du momentum, en tout cas, le mouvement est canon, hein, voilà, le mouvement est canon. Il y a rien de plus à dire que ça, hein, c'est très très ferme. Hein. Vision, ça suit aussi le scénario que je vous avais proposé, c'est-à-dire du repli à proximité de l'oblique. Voilà. Donc on attend tranquillement la zone, on n'est plus très loin maintenant. Je sais plus si j'avais dessiné le scénario. Oui. Alors, en journalier, vous avez dessiné ce scénario-là. Bon, je pensais qu'il y aurait quand même des rebonds, il n'y en a pas. Donc pour moi, globalement, c'est cette zone-là. Voilà, première zone intéressante, 180, 170, voilà, éventuellement. Et la deuxième, éventuellement, ce sera plus bas, sous les 130. Voilà. Mais c'est toujours une tendance haussière de long terme. Hein. Il faut pas s'y méprendre. Hein. Voilà, mais on peut avoir cette espèce de biseau qui finira à chaque nouveau plus bas de tenter de se relever et de reprendre la tendance haussière de fond. Carbios. Alors, Carbios, c'est un petit titre, mais j'aime bien ce qu'il fait. Alors, pas évident, hein, le titre. Donc, on est venu casser les plus bas. Comme je vous le dis souvent, quand on casse le plus bas historique, tout le monde pleure. Et en général, c'est là où le titre se retourne. Donc, ça a été le cas. On a relancé. On a fait ici une belle congestion. On a relancé. On a fait ici une belle congestion. Et on tente à nouveau de relancer. Donc, c'est un titre à suivre également. J'aurais pu le mettre dans le titre à suivre. Donc là, on a une petite congestion. On arrive à repasser au-dessus des 9,35 €. On peut lancer un petit peu de spéculation. Tout ceci, pour moi, est invalidé. Alors, déjà, très court terme, sous les 7,47 et évidemment, sous les 6,30. Donc, le gap ici ouvert, si on le compte, c'est pas bon. Et donc, le dernier plus bas de novembre, pour moi, ce sera quand même globalement un signal de faiblesse. Steve, qui conso, logique, hein, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur Steve, hein, on en avait parlé à chaque fois dans les congestions, etc. Donc au bout d'un moment, la congestion, elle se fait plus, et au bout d'un moment, vous avez un retournement. Donc là, tout simplement, il faut comprendre que les petites congestions se succèdent et cassent par le haut, et puis à un moment donné, vous corrigez les tendances court terme, mais à un moment donné, cette hausse, vous avez besoin, cette hausse,
énorme, vous avez besoin d'un mouvement beaucoup plus long pour la corriger. Ça ne veut pas dire du tout que ça change la tendance de long terme, parce que la tendance de long terme est toujours haussière. Ça veut simplement dire que le titre a besoin de beaucoup plus de temps pour construire une figure, non plus de court terme comme c'était le cas précédemment, mais en revanche, là pour le coup, plutôt de moyen ou de long terme. Donc on commence à avoir tranquillement 2-3 points, mais c'est beaucoup trop tôt encore, hein. On commence à avoir 2-3 points comment dirais-je, de consolidation, voilà, on verra, de points hauts, de points bas, etc. Là aussi, on verra, mais il faut laisser le graphique mûrir tranquillement, voilà, nous donner des petits points ici, un nouveau plus bas, et ici, on aura la congestion, potentiellement, je fais un scénario, hein, et éventuellement, on cassera par le haut. Voilà, donc là, il faut... Voilà, watchlist, bien sûr, si vous êtes intéressé, ça n'empêche pas. Mais pour autant, à moyen terme, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Valeo, on la suit toujours. Alors, hier, elle a sacrément secoué. Donc, voilà, alors on la suit depuis la cassure ici de ce... Alors, long terme, hein, c'est toujours baissier, mais on disait qu'il y avait un petit retournement avec la M200. Donc, ici, on avait suivi la cassure, ici, et la semaine dernière, vous avez dit, nous, on était passé à l'achat, et donc, on s'est fait sortir sur stop, bon, la perte, de toute façon, dans ce marché-là, il faut avoir des stops courts, hein. Moi, j'en démords pas, voilà, quand vous avez des pertes sur stop à 2, 3, 4%, ça va, quand vous prenez, c'est là, par exemple, quelqu'un qui met pas de stop, hein, là, la perte qui était là pour un swing à moins 1,49, donc ça va, on va s'en remettre, vous pouvez vous retrouver à moins 17. Et la problématique, c'est pas tant d'être à moins 17, en réalité. La problématique, c'est que quand vous vous retrouvez à moins 17, vous n'avez plus le contrôle, vous pouvez plus rien faire. Soit vous décidez de partir à l'abordage du Moyen-Âge, en un seul mot, et dans ce cas-là, vous vous mettez vraiment en difficulté parce que vous allez surpondérer votre taille de position. Si c'est le point bas, ouvre de soulagement, mais si c'est pas le point bas, vous vous faites massacrer et vous pouvez flinguer un portefeuille. Ou alors, vous décidez de couper et vous dites, bon, ben, c'est pas grave, je me coupe ici, mais par contre, si j'ai une nouvelle congestion qui apparaît là, ben là, je tenterai quelque chose à nouveau. D'accord? Donc, voilà, comme d'habitude, moi, je vous montre tout, je vous montre quand ça marche, que ça marche pas, strictement rien à faire. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous compreniez, en réalité, la discipline, je pense, et les stratégies qu'il faut mettre en place. À la fois, quand ça gagne, ça, bon, c'est important, mais à la limite, quand ça gagne, tout le monde sait gagner. Par contre, quand ça perd, c'est en général beaucoup plus complexe à gérer. Bon duel, eh ben c'est pas mal. Notre petit maïs là, il est pas mal, hein, petit à petit. Alors hier c'était pas mal, je sais pas aujourd'hui. Ouais, c'est toujours pas mal. Hein. Donc on est véritablement dans ce qu'on avait aussi décrit, c'est-à-dire la figure de congestion, la cassure, le pullback, on relance. Là on va tenter de casser les sommets. Donc vraiment, c'est quelque chose, je trouve, qui se met en place là aussi. Retournement MM200 qui s'est opéré ici au mois d'avril, etc. Donc ça, on la suit, hein, on continue de la suivre parce que c'est évidemment très intéressant, il faut que ça tienne, il faut que le marché tienne, etc. Bon, LDC, donc, à ne pas confondre avec groupe LDLC, encore une fois qu'on va voir juste après, donc LDC, ils font les poulets, notamment, et LDLC, donc encore une fois, c'est du matériel informatique, donc encore une fois, a priori, rien à voir, hein, a priori, même si des fois on a des surprises. C'est un canal haussier, mais c'est une magnifique valeur, LDC, pas de problème, pas de sujet. En revanche, on est plutôt sur le haut de canal. Donc attention, là aussi, pour les investisseurs, attention, on peut avoir des corrections qui se mettent en place, à minima, revenir sur, voilà, sur cette... hop là, voilà, sur cette, je dirais... Voilà, sur le bas de ce canal-là, voire sur le bas de ce canal ici. Groupe LDLC, donc qu'on suit là, pour le coup, c'est le matériel informatique. Pareil, rien de plus à signaler. Bon, c'est un titre qu'on a suivi depuis le gros rebond là. Donc voilà, avec les différentes congestions ici, ici, ici. Donc là, on est dans une troisième voire quatrième congestion. On a pour moi quand même une zone de résistance qui a été plutôt bien indiquée par le groupe LDLC. Elle est là, voilà. Donc c'est ça qu'il va falloir péter pour pouvoir éventuellement relancer. Donc à suivre. Tant que vous revenez pas sous les 12,55 €, pour moi c'est positif. Alors attention, il publie a priori la semaine prochaine, hein, comme LDC. Donc
soyez prudents s'il vous plaît par rapport à ça, prenez pas des positions avant les publications, vous le savez. Bon, VCAT, c'est une évidemment très belle valeur également. Bon, elle avait touché un point de repli, je vais vous la montrer en mensuel. Elle avait trouvé une zone de repli ici, que j'avais proposé chez mes amis de Hibou notamment. Donc voilà, pour moi l'objectif c'est de revenir là, et voilà, c'est plus le moment pour moi d'acheter sur VCAT, donc c'est une très très belle valeur, mais le potentiel, si vous en avez, très bien, vous continuez d'accompagner, si vous en avez pas, pour moi, quand même, globalement, il faut faire gaffe. On part, si vous le voulez bien, en Allemagne avec Dutch Pots qu'on m'a proposé. Bon, c'est pas mal, hein, le graphique de Dutch Pots, il est pas mal du tout. C'est plutôt, globalement, quand même, une tendance haussière. Bon, là, il y a des mèches, donc je le prendrai plutôt comme ça. Voilà, donc on a plutôt une tendance haussière. Donc ouais, c'est pas moche du tout. C'est pas moche du tout. Voilà, vous devez avoir, hop, cette oblique là qui doit ici à peu près faire résistance. Donc on est là-dedans. C'est pas mal. C'est la tendance haussière déjà. Ça c'est évidemment très intéressant. Donc le graphe est pas mal. Voilà, vous devez être dans un canal haussier, je pense, globalement. Une sorte de canal haussier. En journalier, par contre, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut patienter. Il faut patienter, oui, vous avez une zone de support ici, donc éventuellement, si on a la mise en place d'une congestion, vous pouvez tenter quelque chose. Donc ouais, graphique quand même, globalement, à suivre. Pernod Ricard, j'ai rien à vous dire, hein, les amis, j'ai rien sur Pernod Ricard. Voilà, donc aujourd'hui elle est verte, mais enfin bon, c'est quand même difficile. On est toujours dans la zone d'investissement, donc voilà, pour moi on est toujours dans une zone, mais n'oublions pas encore une fois qu'il y a un renfort qui est prévu au cas où. Donc, je suis d'accord avec vous, hein, beaucoup me disent quand même, Pernod Ricard, c'est pas très cher, alors c'est pas très cher, tout est relatif, c'est pas cher, mais c'est pas non plus cadeau, n'exagérons rien sur ces niveaux de prix là, c'est pour ça que je vous laisse un deuxième renfort. Pour le moment, je suis désolé, mais la tendance elle est baissière, quoi. Voilà. Pour le moment, on n'arrive pas à retourner la moyenne mobile à 10 mois, on n'arrive pas à congestionner. Toutes les congestions, vous allez le voir en unité de temps journalière, toutes les congestions, pour le moment, elles sont compliquées. Pour ceux qui attendent un signal du marché, pourquoi pas, mais à minima péter cette oblique, quoi. À minima péter cette oblique, et surtout, péter la M200 et construire au-dessus. C'est ça qui va me donner éventuellement beaucoup plus d'espoir. Pour le moment, on a des rebonds, on a des machins. Pour le moment, c'est difficile. Alors le momentum quand même baissier, je trouve quand même, est ralenti. Voilà. Le momentum baissier a ralenti, on voit qu'on essaye quand même de construire, mine de rien, dans une grande difficulté. Donc ça, c'est le point positif. Mais il est trop tôt, à mon sens, pour anticiper quoi que ce soit. Voilà. Alors, il y a une action sur laquelle il est inutile d'anticiper quoi que ce soit. C'est Soitec qui est en très grande difficulté. Soitec. Alors il y avait donc la zone, hein, on va y aller. Hein, on y rentre dans cette zone-là entre les 9 et les 22. Donc on est là-dedans. Voilà. On était là. Souvenez-vous, vous avez dit, on attend. Donc on a cassé le biseau. Le biseau descendant par le bas, par le haut, pardonnez-moi. On est en train de construire et la réponse, on l'aura si on casse. Toujours pareil, par le haut. Qu'est-ce que Soitec a fait? Elle a cassé par le bas. Donc là, on ne peut pas dire que les résultats, tout ça, parce qu'elle avait déjà prévenu, en réalité. Ça faisait déjà désormais 2 semaines qu'elle avait cassé par le bas et qu'elle n'arrivait pas à relancer. Donc ça, quand même, c'était une sacrée indication. Sacrée indication. Derrière, on casse par le bas. Voilà. Donc il n'y a plus rien à faire sur Soitec, si ce n'est patienter. On va tenter péniblement de sauver éventuellement ce qui fait encore office de support. Mais c'est très compliqué. Donc là, il faut patienter. Et vous attendez la construction pour éventuellement jouer un rebond. Voilà. C'est difficile, hein. C'est difficile parce que c'est un truc de fou quand même. Hein, quand vous voyez Soitec depuis janvier 2022, c'était pas il y a 30 ans quand même. Hein, c'est quand même une baisse de 90% de sa valeur. Vous vous rendez compte un peu? C'est absolument dingue. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez, j'essaie de rien oublier parce que vous me connaissez, j'en oublie toujours une ou deux, ou il y en a une en double, enfin bon, voilà. C'est ma marque de fabrique. Dassault Systèmes, toujours pareil, on se rapproche petit à petit, c'est cette zone-là qui m'intéresse, la zone des 20 €, grosso modo. Donc,
Rien à signaler pour Dassault Systèmes. C'est une action qui m'intéresse aussi beaucoup, mais il faut patienter encore un petit peu. Trigano, magnifique action qui tient à ce stade, je crois, très bien. Mais voilà, on est vraiment pas sur un niveau hyper intéressant, je trouve. Voilà, vous allez très certainement cette oblique là qui va, voilà, qui va résister encore un petit peu. Donc, on peut tout avoir. Hein. Ça peut casser par le haut et là, à ce moment-là, éventuellement prendre position pour la continuation. Vous pouvez également avoir une baisse et vous pouvez également avoir un range. Mais en tout cas, là, ce qui est important, c'est pas de deviner ce qu'elle va faire. Ce qui est important, c'est de voir son comportement. Et là, le comportement, il nous dit quoi? Ben, il nous dit rien. Il nous dit rien. Voilà, il nous dit, on est au milieu de nulle part, on fait pas grand-chose, on résiste, oui, mais on relance pas. Donc si il n'y a pas quelque chose de clair pour vous, pour moi, pour les analyses techniques, bah, vous laissez globalement de côté. Si vous en avez, vous n'avez aucune raison de vendre. Mais si vous n'en avez pas, vous avez en réalité aucune raison d'en acheter. Bon, FDJ, qui a tenté des petites réactions. C'est compliqué hein, pour FDJ, mais qui tente des petites réactions malgré tout. C'est ce qu'on attend. Voilà, donc on m'a beaucoup questionné là-dessus hein, ces dernières semaines. Vous avez dit bon, qu'il faut attendre une congestion, il faut attendre une figure. Pour le moment, cette figure, on l'a pas. Même le rebond qu'on a depuis 3 jours, c'est un rebond, mais ce n'est pas une construction. Vous le voyez, il n'y a pas de construction en réalité. Là, il y avait une construction. Ça, c'était une construction. Elle a cassé par le bas très bien, mais c'était une construction. Donc moi, je veux quelque chose qui pourrait ressembler à ça, qui pourrait ressembler à quelque chose d'autre, qui pourrait ressembler, pourquoi pas, à une tasse avec une anse, une épaule tête-épaule. On s'en fout. La figure, on s'en fout en réalité. Mais on veut quelque chose avec une réduction de volatilité, une réduction des volumes. Voilà, on a quand même beaucoup de volume encore. Voilà, on a beaucoup de volume. Moi, ça me plaît pas. J'aime pas quand il y a beaucoup de volume. Donc, tant que vous n'aurez pas une réduction de la volatilité accompagnée d'une réduction de volume, d'ailleurs, c'était le cas ici, vous voyez, réduction des volumes, tant qu'on n'a pas minimum ça, c'est même pas encourageant. Et après, ce qui sera encourageant, c'est ça, plus derrière la cassure par le haut. Et c'est là où vous avez le signal. Voilà. Alors, le signal qui peut ne pas être bon, hein. Ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat, c'est pour ça qu'on met des stops, etc. Mais en tout cas, vous avez une raison. Voilà. Investir avec une raison, même si finalement ça échoue, c'est pas très grave. Le pire, c'est d'investir sans raison. En disant, ouais, FDJ, hein, moi j'aime bien, je gratte mon jeu tous les samedis au bureau de tabac. Ça, c'est pas une bonne raison. La bonne raison, c'est de dire, ok, il y a une construction, ok, il n'y a pas de volume, ok, ça casse par le haut, ok, j'y vais. Je mets mon invalidation, etc. au cas où, mais c'est une bonne raison, une raison valable, toujours le plus important. Il y a beaucoup de gens, je me mets dedans, hein. Quand je dis beaucoup de gens, je me mets dedans, vous me connaissez, j'ai pas une psychologie particulière sur les marchés financiers meilleure que les autres, donc parfois moi aussi je me dis, mais putain, mais pourquoi t'es rentré sur ce trade? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer sur ce trade? Et j'arrive pas à l'expliquer. En général, ça c'est pas bon, c'est ou de la fatigue, ou du FOMO, ou il y a toujours une raison qui fait que. Donc toujours essayer de comprendre toujours pourquoi vous investissez, est-ce que vous avez vraiment de bonnes raisons d'investir sur ce titre, d'investir pour du long terme, ça c'est une chose, ou d'investir pour du court terme, c'est-à-dire du swing trading. Bon, CMB Tech, alors elle a démarré un petit peu, CMB Tech, elle a démarré un petit peu, donc l'ancien Euronav, donc voilà, mais c'est normal, on ne retourne pas une tendance comme ça du jour au lendemain, d'accord? Oui, c'est encourageant, on a fait le signal, on revient faire le pullback, ok, très bien, parfait, mais il reste encore du boulot. Voilà, une invalidation courte peut être là, une invalidation un peu plus moyen terme peut être là, après, c'est à vous, comme d'habitude, d'ajuster. Maintenant, ce qu'on veut, évidemment, la semaine prochaine, là aussi, une petite construction dans le pullback, et derrière, on veut la relance. On casse par le bas les 8 euros, les 7,50 €. Là, pour le coup, il y a une raison. Voilà, il y a une raison, il y a un signal, il y a quelque chose. Est-ce que derrière, ça va invalider ou pas? Ça, ni moi ni vous ne pouvons le savoir à l'avance. Si ça invalide, on prend la perte, on s'en va. Si ça invalide pas que ça relance, on est dedans. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein. Vous savez, c'est... Voilà, il n'y a pas de magie, hein, malheureusement, sur la bourse, les réseaux, ou sur le trading, ou sur l'investissement, il n'y a pas de magie. ABO, alors, ABO, déjà, quand vous voyez un titre... Bon, la tendance est baissière pour le moment, etc. Très bien. Vous êtes sous la M200 qui bloque pour le moment. Déjà, quand vous voyez un titre, vous voyez les bougies, à quoi elles ressemblent? C'est pas des bougies habituelles. Souvent, ça veut dire que ça manque de liquidité. D'ailleurs, quand vous regardez ici la moyenne, en moyenne, 30 000 € échangés. Donc, là, faites attention à la taille de vos positions, évidemment, parce que si, déjà, vous avez de la volatilité, ça peut faire peur. Ne pas mettre de stop là-dessus, ça sert à rien, parce que vous allez vous faire sortir tous les quarts d'heure. Et également...
voilà, encore une fois, faire attention à la taille de position. Et au-delà de ça, lorsque vous analysez un graphique comme ça, avec des bougies comme ça, qui ressemblent un peu à rien, prenez l'unité de temps supérieure, notamment l'hebdo. Parce que là, vous voyez, par exemple, même moi, je comprends rien au graphe là. Là, le graphe, là, ça part dans tous les sens, etc. Pourquoi? Parce que ça manque de liquidité. En général, on va voir, hein, mais en général, quand vous mettez, par exemple, l'unité de temps supérieure, on verra si c'est pas assez, je me mettrai en mensuel. Voilà, déjà, voilà, vous le voyez, déjà, c'est... Alors, moi, je le vois, peut-être, je vais vous le dessiner, comme ça, vous allez... Déjà, c'est plus clair, déjà. Voilà. Déjà, ok, là, ok, il y a une petite congestion, parfait, ça commence à être plus clair, ok. Là, le support, ah oui, en effet, il y a un support, il est beaucoup plus clair. Et tout à coup, votre graphique commence beaucoup plus à être, à ressembler à quelque chose. Donc là, on comprend bien, en hebdomadaire, que bah, vous avez globalement une zone de résistance qui est ici. Voilà, on la voit, elle est propre. Et donc, tant que vous repasserez pas sur ABO en clôture, notamment hebdo, au-dessus des 9,70, vous n'avez pas le scénario d'une relance, d'une construction, éventuellement d'une cassure. D'accord? A contrario, vous commencez à repasser sous les 7,85 €. Et bien là, pour le coup, on fait gaffe parce que vous pouvez avoir une relance. Mais vous voyez que le graphique hebdo, il est beaucoup plus clair. Enfin, moi je trouve, hein, vous me direz en commentaire, mais le graphique hebdo, il est beaucoup plus clair que le graphique journalier. Pourquoi? Parce que il y a tellement peu de liquidité en journalier que ça part dans tous les sens. Là, vous avez une moyenne hebdomadaire à 100 000 €. Alors, 100 000 €, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour avoir un graphique un tout petit peu plus propre. Voilà, tout simplement. Petite astuce que je peux vous donner. Donc Heineken, bon, on en parlait de cette fameuse tête-épaule inversée. Donc c'est un graphique qui, de long terme, très haussier, qui a une grosse correction. Il y a une espèce ici, éventuellement, d'épaule, tête-épaule inversée, mais on la voit beaucoup mieux en graphique journalier. Donc nous, on a tenté, on s'est fait sortir d'ailleurs, bon là en léger gain avec le salon MTT. Mais c'est pas mort du tout, hein. D'ailleurs, je serais prêt éventuellement à retenter quelque chose si j'ai un point d'entrée, notamment ici pour casser par le haut. Donc voilà, le graphique en réalité n'a pas tellement changé sur Heineken. Ensuite, vous avez donc du line data. Bon, alors line data, ça, pareil, hein, line data. J'écris n'importe comment. Line data service, voilà. Donc là, c'est la même chose, c'est un petit titre. Donc moi, je serais intéressé, notamment si on revient dans cette zone-là. Vous avez voilà, les plus bas ici, les plus hauts, MM200, support oblique. Donc voilà, pas avant les 35 à 30, ça peut être éventuellement intéressant de rentrer ça en portefeuille. Ensuite, on passe aux actions américaines. À vrai dire, là, c'est une italienne, mais côté Onaise. Donc pour moi, Ferrari, toujours pareil, il y a cette zone-là qui est une première zone, mais il faut y aller léger parce que la deuxième zone, elle est là. Donc j'ai toujours pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est très très bien valorisé. Donc faut faire quand même attention. Si vous décidez de rentrer là, faites pas all-in. Gardez une bonne partie de votre cash pour aller chercher le support oblique. Boeing. Oh. C'est celle-là, BA. Toujours pareil, donc on avait dessiné à l'époque voilà, le support ici, le support là, c'est les deux zones d'intervention, et je vous avais dit ça va zigzaguer pendant longtemps. Bon, on est toujours pareil, donc éventuellement un retour à proximité des 130 à 150 $ peut être une opportunité avec un renfort potentiellement. J'ai mis 100, mais en réalité c'est presque sous les 100, hein, à proximité des 100, ça peut être intéressant. Voilà, on m'a proposé du ASTO. J'allais dire auto, non, Space Mobile, qui est ici. Donc, ouf, ouais, grosse bougie rouge. Il n'y a pas grand chose à faire, voilà. Ouais, grosse bougie rouge. Donc, bon, ben là, il faut attendre hein, tranquillement. Hein. On attend tranquillement le support oblique. Hop. Oh, je trace mal, très mal. Voilà. Donc, le support oblique Ouais, je trace mal, pourquoi? Parce que je vais me mettre voilà. Voilà. Là aussi, hein, n'hésitez pas. Quand c'est pas propre. Voilà, c'est quand même mieux. Et je suis un peu tatillon, hein, c'est vrai. Ma femme me le dit tout le temps. Mais au moins, c'est plus propre pour vous, je pense, quand même. Voilà. On le voit. Hein. Vous le voyez, la zone, là? Voilà. Là, vous avez un plus haut, un plus haut, un plus bas.
un plus bas. Donc cette zone-là, peut-être peut être une zone à mettre au profit de ST. La deuxième zone, je vous la mets tout de suite. Décidément, je fais que des bêtises aujourd'hui. La deuxième zone, je vous la mets tout de suite. Comme ça, vous l'aurez. Elle là. Ok, bon, il y aura la M200 qui va venir par là, toute cette zone-là, donc aux alentours des 18 $. Donc première zone, on va dire 30-35, deuxième zone 18 $ si vous êtes intéressé par ce titre-là. Uber, qui est dans un mouvement correctif, donc pas grand-chose à dire. Nous, vous le savez, depuis la cassure ici et le pullback, on avait un objectif de venir ici, donc le report du range, ce qu'on a très bien fait. Et derrière, maintenant, on a la correction, donc éventuellement, bon, ici, mais je suis pas fan. Ou alors il faut y aller modérément ici, donc 70, 75, et surtout retour MM200 dans cette zone-là aux alentours des 60. Donc ça peut encore beaucoup zigzaguer. Après ça peut être aussi voilà, un gros canal haussier comme ça, donc plutôt le bas de canal peut être une solution. Donc à voir. Vous avez du Intuit qui également voilà, avait très bien monté, donc c'est intéressant. Pour moi, ça, c'est plutôt une figure de continuation, mais simplement, ça peut encore traîner en crabe. L'objectif, c'est de revenir par là et de repartir par le haut. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut espérer sur Intuit. Ensuite, donc, c'est le UBS groupe. Je crois que c'est celle-là. Donc, ça, c'est, elle est cotée, encore une fois. Elle est cotée en Suisse, normalement. Ça doit être celle-là. Hop là, voilà. Donc, bon, le graphe long terme est pas mal. Hein. Donc, c'était un range qui a cassé par le haut. L'objectif, pour moi, a quasiment quand même été rallié. Je dis quasiment, mais en réalité, il a été rallié. Voilà. Je le trace mal, mais c'est pas grave. Il a été rallié pour moi. Bon, voilà. Ça reste une tendance haussière à acheter sur repli malgré tout. Voilà. Un peu en excès là. Bon, il faut voir éventuellement la réaction ici. Vous allez avoir la M200 qui va monter. Donc éventuellement une réaction là, ça peut être pas mal. Ensuite, vous avez du BlackRock qui est ici. Là, c'est correctif. Donc ça change rien à la tendance de long terme. Mais pour moi, l'objectif, c'est de revenir dans cette zone-là. Donc est-ce qu'on va y aller d'un coup avant de repartir ou est-ce qu'on va y aller en crabe avant de repartir? Dans les deux cas, c'est de l'achat. Donc là, il y a effectivement une très belle zone, vous la voyez ici. Il y en a une seconde, ça c'est en cas de crash ou de baisse supplémentaire sous les 600 $. Ensuite, vous avez du Texas Instruments qui revient sur une très belle zone, je trouve. Voilà, la première zone, elle est là, globalement, c'est la zone des 140 $. On n'est plus très loin. Vous avez une deuxième zone aux alentours des 90 $. On n'est plus très loin également. Google, que notre cher ami Warren nous a acheté. Je prends la classe A. Écoutez plutôt. Bon courage à lui. Acheter Google là, sur les 300 $. Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on lui fait confiance. Mais quand même, moi, à court terme, moyen terme, je suis pas acheteur sur Google. Donc voilà, ça peut continuer. Hein. On peut aller chercher les 400 $, etc. Pas de problème. Pour autant, je suis quand même un petit peu. Quand je vois des volumes comme ça, là, sur Google, sur des plus hauts comme ça, je vous avoue que je suis pas hyper confiant. Bref, en tout cas pas acheteur, ça c'est sûr. Donc pourquoi pas, mais moi ça me dit rien. AMD, pareil. Donc là, souvenez-vous, AMD, moi je vous avais dit, voilà, on est dans une construction. On l'avait, souvenez-vous, acheté ici sous les 90. On a fait plus qu'on avait, comme je dis, c'était revenir sur le haut de canal. On a fait plus. Bon voilà, toute la question est de savoir est-ce qu'on va tout retracer ou est-ce qu'on va construire quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a strictement rien à faire sur AMD. Voilà, il faut laisser le truc un petit peu mûrir. J'ai 4 actions avant de passer au screener à vous proposer, 4 actions à suivre. Donc j'ai toujours mon Morel, Nprom. Voilà, on a toujours cette congestion. Il est toujours en place. Voilà. Donc, hop.
Voilà, on est toujours en condition. On fait le pullback, donc toujours à suivre. Morel Prom. Voir si on tient ça et si éventuellement on casse par le haut. Ensuite, je peux vous proposer du Genfit, mais là, je vais vous la proposer ici en mensuel. Ça m'intéresse. Voilà, on est dans le range. Donc, on a pareil une belle congestion ici qu'il va falloir casser pour relancer. C'est spéculatif. On a du Alphen également. Alphen, donc voilà, énorme congestion sur Alphen. Voilà, ça reste évidemment très compliqué. Très complexe, mais on a cette congestion à suivre. Bon, voilà, c'est difficile de trouver des bonnes idées. C'est pas les graphiques les plus haussiers là que je vous ai montré, mais pourquoi pas. Et peut-être la mieux des 4 en termes de configuration, hein, c'est DBG de Richebourg, qui est également pour moi, voilà, sur une tendance quand même globalement haussière. Acheter sur repli sur les 5 €, c'est une valeur qui m'intéresse. Ou alors éventuellement attendre une cassure. Voilà. Mais globalement, de toute manière, hein, vous l'avez vu, il faut patienter encore un petit peu pour voir ce que le marché va faire, s'il va quand même nous relancer et nous donner ce fameux rallye de fin d'année ou pas. Bon, le screener trend following, c'est assez simple. Donc, il est disponible sur le site, hein, le podcast de la bourse.fr, dans la rubrique formation gratuite, ou espace membre, qui va s'appeler formation gratuite. Le code est ouvert, bien sûr. Donc, vous avez ici la performance, donc vous avez les titres qui sortent, et vous classez par performance sur 6 mois. Donc évidemment, plus la performance est forte, plus le titre apparemment est fort. Le screener fonctionne extrêmement simplement, puisqu'en fait, il trie toutes les valeurs qui sont sur une moyenne mobile, voilà, à 200 jours, qui est haussière depuis je sais plus, 10 séances ou 20 séances, j'en sais rien. Voilà. Donc vous allez retrouver toutes les valeurs qui sont, je vous demande juste de regarder la moyenne mobile, qui sont avec des moyennes mobiles qui sont haussières. Généralement, pas toujours, mais généralement, ce sont effectivement des titres qui sont également pour 95% eux-mêmes en tendance haussière. Donc ça permet effectivement d'avoir un filtre. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les titres qui sortent ici, il faut les acheter. Il faut les passer les uns après les autres et voir si vous avez des opportunités qui se dégagent. D'accord ? Vous voyez, par exemple, j'essaie de vous trouver, bon là en ce moment, il n'y a pas beaucoup de portes d'entrée. Mais bon, voilà. Vous avez compris l'idée. L'idée, voilà, c'est d'avoir potentiellement, à un moment donné ou un autre, un setup. Voilà, un setup qui fait que, voilà, par exemple ici, tac, 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 voilà, par exemple ici, voilà, vous aviez une congestion, on était au-dessus, une congestion, donc là, il y avait, pourquoi pas, un petit signal à prendre pour jouer un mouvement qui était intéressant en swing trading, voilà, par exemple, ok? Donc c'est un screener, pour le coup, de swing trading, hein. C'est pas un screener d'investissement, c'est un screener de swing trading. Voilà les amis. J'ai fait court, 1h35, mais c'était un plaisir de vous retrouver. Semaine prochaine, ne loupez surtout pas, jeudi à 20h. Je sais déjà qu'on va me poser les questions. Est-ce qu'il y aura un replay? Il y aura un replay qui sera disponible jusqu'au dimanche soir. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça fera lien avec le Black Friday et les liens de promo, on les mettra, on les laissera jusqu'au dimanche soir. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas être avec nous jeudi à 20h, j'espère quand même que vous serez avec nous parce que l'intérêt c'est que vous proposiez vos propres valeurs. Mais il y aura quand même un replay pour ceux qui veulent le revoir déjà et pour celles et ceux qui sont absents, évidemment, vous pourrez revoir ça jusqu'au dimanche soir à minuit. Voilà les amis, je vous embrasse 1000 fois. Merci également 1000 fois pour vos partages sur les réseaux qui motivent malgré les semaines dernières, vous l'avez vu, les dernières semaines qui ont été usante. Malgré tout, ça me donne la force, encore une fois, de vous retrouver tous les vendredis avec une immense joie, un immense plaisir. On se retrouve donc jeudi pour le live. Dans 48 heures, dimanche matin, vous aurez la vidéo de Haut Coffre avec Jean-François Fort. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés par les matières premières, l'or et les métaux précieux de manière générale, eh bien, vous pouvez retrouver cette interview dimanche matin. Bisous à tous. Bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. À plus, bye.